Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment mapper un binaire dans le process de votre propre programme. J'appellerais ça du manual mapping, hein, comme on peut le voir de manière assez commune sous Windows. Donc là, je vais parler de manual mapping pour des ELF 64 bits et qui sont PE-based et aussi pas PE-based. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment sur un peu le format ELF, puisque je vais reprendre tous ces concepts pour simuler en fait, émuler le comportement du kernel quand il va lancer un exécutable en mémoire. Donc ça passe par, bien sûr, toutes les initialisations des structures du process, mais une fois que le process il a été setup, il va en fait mapper votre binaire dans le process et jump dessus pour commencer à l'exécuter. Donc moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais avoir un programme, par exemple /bin/ls, qui va là du coup me print ce qu'il y a dans mon directory. Il va lister ce qu'il y a dans mon directory. Et quand je fais un strace, donc ça va tracer tous les syscalls de mon exécutable, je vois qu'il fait un appel à execve, et dans cet appel à execve, en fait, ça va déjà créer tout le process, et après jump dans le linker dynamique, qui va mapper toutes les librairies. Ça, c'est pour le cas d'un exécutable qui est linké dynamiquement. Parce que si je fais un file /bin/ls, on voit que c'est bien sûr un ELF 64 bits, linké dynamiquement. Donc s'il est linké dynamiquement, ça veut dire qu'il va dépendre d'un linker dynamique, d'un interpréteur, qui va se charger de mapper toutes les libs externes que le binls va appeler. Et voilà. Du coup, ce qu'il fait le linker dynamique, c'est qu'il va setup toutes les librairies. Donc là, du coup, on distingue 4 cas, mais 2 cas qu'on va traiter, qu'on va traiter, c'est que le binaire qui est linké dynamiquement et qui est PE-based, et le binaire qui n'est pas PE-based et qui est linké dynamiquement. En fait, c'est principalement les deux qu'on va voir. Et en fait, le reste, on va essayer d'adapter, mais ça va aller de soi. Je peux faire un read ELF pour montrer quelques informations sur le binaire. J'ai pas mis de H. Donc -H, c'est pour montrer ce qu'il y a dans le header. Donc là, on voit l'adresse de l'entry point. Et on fait un -L pour avoir des informations sur les segments. Donc ça, c'est vraiment les deux structures qui vont nous intéresser. Le LF header et le program header. Donc ça, j'avais montré dans la dernière vidéo. Donc c'est tout ce qui est à ce niveau-là, les deux là. Le LF header et la program header table. Nous, ce qu'on va faire pour mapper notre binaire, c'est qu'on va s'inspirer du code source du kernel, que je mettrai en description. Je vais pas le commenter, mais c'est très intéressant à lire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer à travers tous les programmes headers pour check si leur type il est loadable, c'est-à-dire si leur champ ptype il est égal à ptload. Si c'est le cas, on va lire leur adresse virtuelle, et si le binaire est PE-based, l'adresse virtuelle pvaddr va représenter l'offset dans le fichier, auquel on va ajouter la base address du binaire qu'on déterminera de manière aléatoire. Et si il n'est pas PE-based, le champ pvaddr va directement être une adresse virtuelle, à laquelle on va devoir mmap le segment. Et au niveau de la taille avec laquelle on va devoir mmap ce segment, ça va toujours être file size, et on va devoir adapter ce mmap par rapport à la même size. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une fois un mmap sur la file size pour mapper tout le bout du fichier qui va représenter le segment. Par exemple, si on veut mapper notre point data, on va prendre dans le fichier sur la file size toute la taille du segment, on va le mapper, et si la même size elle est plus grande que la file size,
On va mapper une page après, une page ou plusieurs, après ce mapping, pour en fait être en accord avec, avec les headers. Alors pourquoi est-ce que le même size, des fois il est plus gros que le file size? Parce qu'en fait, ça représente la BSS. J'en avais parlé pendant la dernière vidéo, en fait la BSS, c'est un champ qui va représenter en fait les variables qui ne sont pas initialisées. Et ce champ de variables non initialisées, étant donné qu'ils sont pas initialisés, en fait on n'a pas besoin de les mettre dans le fichier. On a juste à dire que ils ont une taille qui va être définie par même size moins file size. Et tout ce bout-là, donc par exemple là on avait fait que point data et la BSS qui est après, tout ce bout-là il va être initialisé à 0. Donc ça représente par exemple quand on définit un buffer à l'extérieur d'une fonction en C par exemple et qu'on n'utilise pas, c'est l'idée. Et quand on l'initialise, il est directement dans la point data. Avec les constantes, etc. Donc, d'ailleurs le constant quand c'est des constantes, elles sont mises, quand c'est des constantes initialisées, des fois elles sont mises dans le premier segment exécutable, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ça, je reviens pas dessus. Donc, je vous ai donné un peu l'algorithme qu'il y avait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder mon implémentation en Rust. Donc, faut pas faire attention aux erreurs, parce qu'en fait, c'est pas des erreurs, hein, il arrive très bien à ce build. Et il marche assez bien. Si on le run, c'est mon test. Si on le run, on voit qu'il marche assez bien. Donc ça, je vais l'expliquer après, hein, pas besoin de... voilà. Ce qu'on a en fait, c'est que... Donc ça, c'est dans mon loader 64.rs. On a une fonction... Enfin, surtout, on va partir de la base. Dans mon test, en fait, je vais call run binary en lui donnant argc et aussi un vecteur de cstring qui va représenter mes arguments et aussi une variable boolean qui va me dire est-ce que je dois faire des prints de debug ou pas. Et notre run binary, c'est simplement lui. Donc tout ça, on s'en fiche un peu, c'est que ce que je fais, c'est que je prends le binaire cible et je le copie dans le working directory avec en lui donnant ce nom-là. Voilà, enfin, c'est une behavior un peu bizarre. Du coup, je copie localement. Après, ce que je fais, je vais parser mon ELF header pour avoir accès à pas mal d'informations qui sont celles-ci en fait, pour avoir accès à ces informations-là. Une fois que c'est fait, je crée une nouvelle structure auxiliary vector que je présenterai plus tard. Là, ce que je fais, c'est que je check qu'il soit relocatable, donc qu'il soit PIE based. Et donc pour ça, je vais appeler une fonction isRel. Donc isRel, c'est cette fonction-là. N. Ouais, en fait j'en mets beaucoup de isRel, ouais, c'est celle-là. Et cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va itérer à travers tous les programmes header. Et elle va chercher un programme header qui aurait une adresse virtuelle de 0 et qui est loadable. Et le truc, c'est que c'est un peu dégueulasse comme parsing. Je pourrais faire un parsing beaucoup plus simple en checkant les tags, mais bon, ça, c'était juste plus long, du coup j'ai eu la flemme. Du coup, là, je fais le call le plus important, c'est que je call ma fonction manual map qui va return l'entry point et je vais initialiser ma stack avec popstack. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la fonction manual map qui va faire le principal taf en fait, parce que le popstack il va juste setup la stack par rapport aux arguments et aux auxiliary vectors. Donc toc manual. Non, je pourrais même faire toc manual map. Voilà, donc là on est bien. Donc là ce que je fais, c'est que je définis une base address. Là je
je vais call Israel en lui donnant mon header et mon file buffer. Donc il va return true s'il est PE based et false s'il est pas PE based. Donc s'il est PE based, je vais générer une nouvelle base address. S'il l'est pas, je vais tout simplement oui. Je vais prendre le premier programme leader qui est loadable et je vais prendre son adresse virtuelle. Donc pourquoi est-ce que je fais ça et je prends pas du coup l'adresse virtuelle du premier programme leader? Simplement parce que le premier programme leader, ça peut être lui. En fait. Ça peut être lui, et du coup il a une adresse virtuelle, il a une adresse virtuelle de 0x40. Donc ce que je sais, c'est que je vais boucler à travers tous ces programmes headers. Enfin, je dis que ça peut être lui, mais c'est lui en fait, parce que là ils sont print dans l'ordre qu'ils ont dans la programme header table. Donc là je boucle à travers tous les programmes headers, lui il est pas loadable, lui non plus, parce que c'est le type. Et lui par contre oui, étant donné que c'est le premier programme header loadable que je rencontre, je lis son adresse virtuelle et ça va définir ma base address. Donc là il est PE base, du coup son adresse virtuelle c'est 0. Et du coup, si c'est 0, je vais return true. Enfin, ça c'est ce que j'avais dit pour le Israel. Et je n'essaye, enfin, du coup, s'il est pas relocatable, ce field là, ça va définir sa base address. Peut-être que je peux vous montrer, parce que là en fait j'ai fait un check avec un binaire qui est justement pas PIE based. Toc read-l pour les programmes headers. Et là, on voit que sa base address, c'est 0x400 000. Simplement parce que l'adresse du premier segment loadable, c'est 400 000. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour initialiser les base address. Là, j'ai un field asInterp, donc c'est pour check qu'ils dépendent, qu'ils soient linkés dynamiquement ou statiquement. Base interp, donc c'est l'adresse potentiellement en puissance, c'est l'adresse de mon interpréteur s'il y en a un. EP, c'est mon entry point, donc là je l'initialise au champ entry de mon ELF header. S'il est PIE based, ça va représenter un offset dans le fichier, et s'il n'est pas PIE based, ça va représenter une adresse virtuelle. Donc il faudra manipuler les deux cas. Donc là je boucle à travers tous mes programmes headers. J'initialise mon programme header au truc que je manipule quoi par rapport à i. Donc j'itère à travers toute ma programme header table. Et là je fais un match sur le type du programme header. Donc s'il est loadable, je vais call map ptload avec en lui donnant le programme header, le fait qu'il soit relocatable ou pas mon binaire, la base address, la base address qu'on a initialisé jusque là. Mon champ d'auxiliary vector et est-ce que je print du debug ou pas. Pareil pour interp. Donc s'il y a un field, s'il y a un segment interp, ça veut dire que le binaire dépend d'un interpréteur, d'un linker dynamique. Du coup, je vais créer un array de vac8, un array dynamique, un vecteur, et je vais utiliser interp à true, donc pour montrer qu'il dépend bien d'un interpréteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur toute la taille du segment et je vais push tous les bytes qui se situent à l'offset de ce programme header, à l'offset de ce segment plus i à chaque fois pour récupérer tous les bytes. Et je vais boucler sur sa file size, du coup sur la taille du segment dans le fichier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui contient le segment interp? Il contient le nom de l'interpréteur. Du coup, ça peut être modélisé par des bytes, parce qu'en fait, c'est que des 0 et des 1 dans votre fichier. Donc, finalement, ce sont que des bytes. Donc, moi, j'ai dit que ça allait être des 8. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je caste ceci en slice, en fait. En slice. Et après, à partir des slices, j'en fais une string. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais même faire ça, en fait. Ça marcherait bien, je pense. Oui, ça marche très bien. Voilà, petite optimisation. Donc là j'ai ma string qui va être en fait le nom de l'interpréteur. Donc là,
je print interp found et je print l'interpréteur. Donc ça correspond à ça en fait, interp found et j'extracte en fait mon interpréteur. Après, on va mapper l'interpréteur et du coup, on va jump là-dedans pour commenter ceci. Bah, goto en fait. Définition, voilà. Du coup, je copie. Enfin, en fait, je fais un peu le même taf que pour mon run binary. Je copie mon interpréteur localement. Donc, en le nommant interp. Ce que je fais, c'est que je vais l'ouvrir. Du coup, ça me return. C'est mon même wrapper, donc ça me return mon file buffer et mon file descriptor. Là, je parse le LF header. Là, je recrée une structure d'auxiliary vector. Donc là, je dis que je suis en train de le mapper. J'extracte le file descriptor en row FD, donc ça va me return un U64, enfin un U32, un truc comme ça, il me semble. Mais je casse en U64. Enfin, ça me return un type qui peut se faire caster de manière primitivement, entre guillemets, en U64, donc ça pose pas de problème. Je check qu'il soit relocatable. Théoriquement, il est quasiment toujours relocatable. Donc, mais bon, je fais quand même un check. Donc, si c'est le cas, je print la même chose que pour le binaire de base. Et je fais mon call à manual map. Et mon call à manual map va me return un tuple qui est l'entry point et la base address. Et je vais print les deux. Donc debug, c'est le macro qui print suivant le fait que if debug soit set ou pas. Et format, ça dépend, je pense que vous faites pas forcément tous du Rust, donc je vais vous expliquer un peu. Ça, c'est un peu comme en Python avec le point format, quoi. Là, j'ai donné comme argument interp, donc ça va me prête le nom d'interpréteur. En deuxième argument, je vais mettre mapped. Non, enfin non, c'est même pas ça. Premier argument, ça va prendre ça. Deuxième argument, ça va mettre interp, et après, ça va mettre mapped. En fait, ça correspond à ça, en fait. Toc, toc, toc. Bah, ça correspond à ça. Machin truc mapped. Et après, je return OK de EP base address. Donc OK, puisque ça return un result. Donc là, c'est pour map interp. Le truc, c'est que j'ai fait abstraction de ce qu'il y avait dans manual map, puisque c'était de base de là où on venait. Et donc, ce qui se passe, c'est que il va me return mon tuple là. Bon, j'aurais pu faire... Enfin, j'aurais pu me débrouiller, quoi, pour éviter de passer par une variable intermédiaire, mais bon. On fait comme on peut. Du coup, j'ai l'entry point de mon interpréteur, et j'ai la base de l'interpréteur. Donc, je print ceci. Entry point for machin truc. Là, je print son adresse virtuelle que je vais mapper. S'il y a un interpréteur, je set un champ de mes auxiliary vectors. Je set la base de mes programme headers. Enfin, je set plein de champs de mes auxiliary vectors. Alors, je pense que là, on peut aller voir ce que c'est les auxiliary vectors. Je l'avais déjà montré, il me semble, dans... Ah, mais c'est vrai, j'ai pas de co. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ouais, les auxiliary vectors, c'est un champ sur la stack. Toc, toc. C'est un champ sur la stack, en fait, qui va tenir certaines informations particulières au binaire. Par exemple, si je fais jdb/bin/ls... Ok, j'ai même pas mes plugins. Ah oui, c'est parce que je suis dans bash jdb/bin/ls. Si je fais un start i, un stack 100. Ici, on voit qu'on a bien sûr notre argc, notre argv, qui se finit à chaque fois comme un null byte, et notre nvp avec tous nos variables d'environnement qui se finit par un null byte. Et à partir d'ici, en fait, on a tous nos auxiliary vectors, en fait. Ça va être en fait des constantes qui vont tenir des informations particulières sur le binaire. Donc là, ça, je suppose que 9, c'est pour l'entry point du binaire. Donc ça représente en fait le start de mon binaire. Ouais, ça représente bien le start de mon binaire, et ça correspond à l'auxiliary vector 9. Donc par exemple, c'est un exemple. Donc quand on setup notre stack, on a besoin d'avoir pas mal d'informations à setup sur le mapping du binaire.
Donc c'est pour ça que je setup le nombre de programming d'heures, la taille d'une entrée dans la programming d'heure table. Toutes ces informations, elles sont indispensables pour le linker dynamique. Enfin, est-ce qu'elles sont vraiment toutes indispensables? Je sais pas trop, mais dans le doute, on les set quand même. Là, je check qu'il soit relocatable ou pas. Si c'est pas le cas, l'entry point va directement être une adresse virtuelle. Du coup, ce fil des auxiliaires vecteurs qui va représenter l'entry point, je l'initialise directement. Et si c'est pas le cas, je vais additionner sa base address. Là, je print que tous les PTLO sont mappés. Parce qu'en fait, il faut savoir que comment dire, ça en fait, ça va être une fonction que j'appelle récursivement. Enfin, tout est relatif, parce qu'en fait, je call ma pintap qui va elle-même appeler en fait ma fonction. Du coup, ça doit être une fonction qui est de tracé générique. Et donc là, on arrive sur tous les returns. Du coup, si on est en train de mapper l'interpréteur, on va return un tube qui va représenter l'entry point, donc du binaire qu'on était en train de mapper, donc c'est-à-dire soit l'interpréteur, soit notre binaire originel. Et je fais un cast en somme de base address. Et mon base address, ça va simplement être la base address de mon interpréteur ou de mon binaire originel. Et ça, j'en ai besoin de ce tube parce que je faisais mon truc bizarre dans mon map inter en fait. Map inter. Parce qu'en fait, j'ai besoin de mon EP et de ma base address pour le return et pour initialiser mes fields de map. J'en avais besoin pour avoir ça en fait, pour le return de ma interp. Donc ce qui se passe, c'est que si il a un interpréteur et qu'il est PE based, je vais print que l'EP dans le binaire cible c'est entry point plus base address, et je vais return la base de l'interpréteur plus entry point. Parce qu'en fait, si il dépend d'un linker dynamique, j'aurai besoin de jump directement dans le linker dynamique. Parce qu'en fait, quand il est PE based, on a juste besoin de mapper le linker dynamique et le binaire, et de jump dans le linker dynamique, et après, pof, tout est bon. Donc ça, c'est pour... ça, c'est s'il est PE based, et s'il est pas PE based, je return la même chose, à part que je print le bon entry point. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Oui. Et sinon, du coup, s'il est juste rel et qu'il a pas d'interpréteur, donc c'est-à-dire s'il est statiquement, mais qu'il est quand même PE based, je return ma base address plus l'entry point dans le fichier qui va représenter de l'offset dans le fichier. Sinon, s'il est juste linké statiquement, dans ce cas, on va return l'entry point qui va représenter l'adresse virtuelle de l'entry point, donc dans le process. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on va maintenant regarder la fonction map ptload qui va simplement mapper un segment. Donc c'est, je pense, la fonction la plus importante parce que la plus complexe en fait. Parce qu'il y a pas mal de subtilités. Donc j'ai fait un petit truc, une petite docstring. Donc c'est pas très important. Là en fait je vais setup des flags, donc des flags pour le mapping, et ça c'est les protections. Donc ça c'est mes flags. Map file parce qu'on va mapper à partir d'un file descriptor, map private parce qu'on veut que ça soit private, et map fixed parce qu'on va mapper une adresse virtuelle prédéfinie. Donc là on récupère l'adresse virtuelle de notre segment à partir de son programme header. Là on va récupérer notre offset en l'alignant à l'offset d'avant. Donc là tout ce qui est alignement, c'est pas un truc que je vais développer ici. Donc ça c'est toutes mes macros. Mais c'est pas un truc que je vais développer ici, c'est simplement parce que c'est hyper... comment dire, à la fois c'est basique et à la fois si on le sait pas c'est compliqué à expliquer. Donc je vais juste me contenter de dire que les pages en 64 bits pour l'ex86 elles sont alignées sur 0x1000. Et c'est pour ça que quand je fais un page begin, je fais un end sur un note de 0xFFF. Donc comprendrez qui pourra, c'est juste, c'est la base en fait. Enfin voilà. Réfléchissez un peu dessus, lisez des trucs, mais c'est pas le but de cette vidéo d'expliquer ça. Donc là, j'initialise ma file size, ma même size.
j'initialise une base address que je mets à 0. S'il est relocatable, j'initialise ma base address à toMmap. toMmap en fait qui va représenter, donc si on revient au call, toMmap ça va représenter base address. Et du coup s'il est rel ça va représenter ma base address custom. Pourquoi est-ce que je le mets à 0? Parce qu'en fait, tous mes fields comme VADDR, ça va être dans le cas du fait que ce soit pas un binaire PE-based, ça va être directement une adresse virtuelle. Donc c'est pour ça que je peux faire des trucs assez sympas, en mode j'additionne ma base address avec mon adresse virtuelle. S'il est relocatable, ça va me donner un truc valide, et s'il est pas relocatable, ça va aussi me donner un truc valide parce que ça va être égal à 0. Donc voilà, faut y penser. Segstart, le début de mon segment, c'est le page begin de ma base address plus mon adresse virtuelle. Donc en fait, j'essaie de tout aligner, c'est ça qui est un peu chiant le format ELF, c'est que il y a pas mal de fields dans les headers qui sont là, mais qui demandent d'être alignés. Donc c'est le cas pour l'offset que j'aligne à partir du début de la page, et ça va être aussi le cas de toutes mes adresses. Enfin, en fait, le truc c'est qu'on peut avoir un header valide alors qu'on a des infos qui sont pas alignées, quoi. Là, il y a un seg-end main qui va être la fin de mon segment. Donc round page, j'arrondis à la page d'après base address plus VDDR plus file size. Voilà. Et ça va représenter en fait la fin dans mon fichier, on va dire, de mon segment. En fait, c'est pas du tout que dans le fichier parce que le round page, forcément aller plus loin. Par contre, ça va être intéressant parce que c'est justement le segend main qu'on va appeler pour définir la taille du mapping. Après, j'initialise mes protections suivant les flags du segment. Là, j'ai fait un or prod-write pour autre chose. Je pourrais l'enlever. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là, je fais sur un bloc d'unsafe, un call map chunk. Enfin, un call map qui va me return mon chunk mappé. Et du coup, je map à page begin de segstart. Alors, c'est inutile parce que c'est déjà un page begin, du coup, il sera déjà aligné. Ça veut dire que je peux déjà le faire sauter. Comme ça. Après, je fais un round page de second main moins segstart. Théoriquement, j'aurais pas besoin de faire mon round page parce qu'ils sont tous les deux déjà alignés. Je le fais quand même. Du coup, je prends ceci et je lui enlève ça, donc ça va me donner théoriquement la taille de mon mapping en fait. Donc ça peut être un peu contre-intuitif comme ça. Peut-être que si je reprends mon truc de base, voilà. Imaginons que j'ai toujours l'exemple de ma prendre d'attaque que je veux mapper. Ma variable segment end, ça va représenter en fait tout ça plus un petit bout parce que je l'arrondis. Et en fait, dans le fichier, c'est pas très très grave parce que déjà il y a des trucs après de base, donc c'est pas grave si je mange un peu sur le nom de mes sections et sur la section header table. Et sinon c'est indispensable parce que le call map, le call map il demande d'avoir une size qui est alignée. Donc de toute façon je suis obligé de l'arrondir. Mais sinon, il faut prendre aussi le compte du fait, le fait que j'arrondisse mon segstart. Donc peut-être que au lieu par exemple de le prendre ici, je le prenne un peu avant. Donc ça donne aussi un espace. C'est pour dire que c'est une méthode qui paraît un peu dégueulasse, mais qui pourtant est nécessaire. Donc là il y a les protections, mes flags, mon file descriptor et l'offset. Donc jusque là rien de compliqué. Et là c'est là que ça devient un peu tricky, c'est que on a le cas où la memory size est plus grande que la file size. Donc c'est le cas que j'avais défini, c'est-à-dire que ma data, elle a une file size qui soit ici, mais une même size qui empiète pas mal plus en fait, qui demande plusieurs pages en plus. Donc là il y a deux cas qui se présentent, soit la même size elle est juste plus grosse que la file size, ou bien, enfin plus grosse que la file size, mais l'écart entre les deux est plus petit qu'une seule page. Et l'autre cas, ça serait que il y ait plus d'une page de différence. Alors pourquoi est-ce que ça poserait problème les deux?
C'est qu'en fait, la file size, s'il y a moins d'une page de différence, étant donné que le mmap, et d'ailleurs sur beaucoup d'OS, on parle de page granularity, euh, si je mappe que 3 bytes de ma, comment dire, de ma page, enfin, d'ailleurs, théoriquement, je pourrais pas parce qu'il faut que ça soit aligné sur une page. Mais, enfin oui, d'ailleurs, même le fait que ça demande d'être aligné sur une page, ça fait que, imaginons que ma file size soit de 0x500, étant donné qu'une page ça fait 0x1000, je serais obligé de l'indiquer 0x1000 ici. Donc si ma même size, elle est juste un peu plus grande, elle aurait été comprise dans ce mapping. Donc ce que j'ai juste à faire, étant donné que l'écart entre la file size et la même size doit être mis à 0, et ça c'est pas du tout juste parce que je le veux, c'est sinon parce que ça crache en fait quand on jump dans le linker dynamique. Dans ce cas, je vais juste même set à 0, cet écart en fait. Sans avoir besoin de faire de mapping dans un premier temps parce que s'il est juste plus grand que file size et que l'écart est plus petit qu'une page, on n'a pas besoin. Donc j'initialise mon BSS start à ma base de JS, plus mon adresse virtuelle, plus la file size. Donc ça c'est vraiment l'endroit qui a été mappé par le mmap en fait. Donc c'est ça, c'était ça. Bon après le truc, c'est que là il est page begin, là non. Je pourrais page begin, mais c'est vrai que ça c'est pas très cohérent. J'aurais pu l'aligner. Mais c'est pas grave. Du coup, page begin, page base address plus VDR plus file size, ça représente la fin de mon segment dans le fichier dans ce que j'ai mappé. Et tout ce qu'il y a après, du coup, ça représentera cet écart. Et ça devrait être mis à 0. C'est pour ça que je suis un coller M7 en lui donnant ça, le début. 0, c'est le byte qu'on va remplir. Et la taille, ça va juste être un round page de ce BSS start. Donc en fait, ça va être la distance entre le début de la page, enfin entre je dis n'importe quoi, entre justement la fin de la file size et la fin de la page. Puisque étant donné qu'on n'a pas encore appelé mmap, ce qu'on peut juste faire c'est mettre à 0 l'écart entre la file size et la m size au sein de la page qu'on avait mmap, de là où les pages qu'on avait mmap ici. Du coup on fait notre même set, il fait un map bss start moins ça, parce que ma bss start c'est ma bss start qui a été arrondie à la page d'après. Donc là je fais un plus 1 parce qu'en fait à cause de ça. Mais ce que je pourrais faire un autre truc qui serait plus clean, c'est faire ça en fait. C'est faire ça et faire là plus 1. Non, je me suis chié. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait plus 1 et pas ici? Simplement parce que, enfin, ici du coup, vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça. Mais le truc, c'est que j'en ai besoin de mettre un plus 1 parce que je vais l'appeler dans mon map. Donc déjà, je vais essayer de le tester comme ça pour pas dire trop de conneries. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Du coup, là, j'ai commenté le même set. Donc là, on a un autre problème, c'est si second, qui représente en fait un round page de base address plus même size plus VDDR. Donc là, on taperait idéalement. Imaginons que la file size de data ça représente ceci et que sa même size tape jusqu'ici. Et bah mon round page ceci, sans compter la round page, ça représenterait du coup ce que je dis la fin de la même size. Mais en fait, appeler le round page, ça tape potentiellement encore plus loin, pour l'arrondir à la page d'après. Et du coup, je check que mon second, il soit plus grand que BSS start. BSS start, qui serait théoriquement comment dire? La fin de la page qui a été mappée ici. Donc ça dénoterait que l'écart entre les deux serait plus grand qu'une page. Et si c'est le cas, dans ce cas, on va call mmap
test, ouais. Non mais ça par contre d'ailleurs ça saute en fait. On va juste coller une map en fait. On va call map base et donc j'ai fait un plus simple parce qu'en fait mon round page quand j'arrondis la page d'après, je ne tape pas sur la page d'après. Je tape sur le dernier byte de la page actuelle. Du coup rajouter un plus 1, ça me permet de taper le premier byte de la page d'après. Qui sera lui égal à... donc là je peux mettre ici par exemple. À 0x truc machin. 1, 2, 3. Étant donné que le round page il était forcément égal à un truc en 0x fff. Donc étant donné qu'il était égal en quelque chose 0x fff, quand je rajoute 1, ça fait qu'il est égal à ça. Et ça me permet d'être le premier byte de la page d'après du coup. C'est pour ça que je rajoute mon plus 1. Donc là je cast. Donc là je suis un round page de la fin du segment moins la fin du... Enfin de la fin du segment qui est du coup la même size. Moins la fin de... Comment dire, du segment qui avait été mappé avant. Donc c'est à dire le mapping, la taille avec la file size, la taille avec la même size moins la taille avec la file size. J'arrondis le tout pour que ça soit valide pour une map. Donc là je fais encore mon or prot write. Je donne mes flags, donc je pourrais donner les mêmes en fait. Non, alors là en fait on donne pas les mêmes parce qu'on va pas mapper à partir d'un file descriptor. On va mapper en anonymous. Donc on donne pas de file descriptor et on donne pas d'offset. En fait, on va pas mapper à partir d'un fichier en fait. On veut juste mapper une area qui sera égale à 0. Donc là il y a pas mal de print pour le mapping. Je vais pas les commenter parce que c'est du debug. Hein. Si on arrive à reach ici, on va return notre chunk mappé. Et si on arrive ici, on return notre chunk mappé. Donc je sais pas si j'étais assez clair. Du coup, ça veut dire qu'on a à peu près fait le tour. Faut arriver dans notre .rs. Donc on arrive ici avec popstack. Popstack. Pop. Stack, c'est lui. Donc ça va juste push pas mal de fils de ma stack en fait. Donc je pile tous mes auxiliaires vecteurs, mes protections, mes flags, et là je vais mapper ma stack, donc rien de fou. Et je vais boucler sur la taille de tous mes fields pour en fait setup les fields dans la stack que je viens de mapper en fait. Et après je vais return le début de ma stack plus quelque chose. Enfin c'est pas forcément hyper utile, mais en fait le truc c'est que si il sub un truc, enfin la stack elle grandit théoriquement vers le bas, mais enfin au fur et à mesure d'école elle continue vers le bas. Du coup ce que j'ai fait c'est que au lieu de lui donner juste le début, je vais donner le début plus une grosse valeur. Comme ça plus il grandira, plus il tendra d'atteindre le début. Le problème c'est que si je donnais directement le début, il ferait son premier call, il commence à faire ses subs, et bah s'il enlève des bytes à mon début, il va se retrouver avec une adresse qui n'est plus mappée. Du coup je lui donne quelque chose qui tend vers la fin, qui est proche de la fin, comme ça il pourra faire masse de calls sans problème. Donc là c'est une petite expression de merde hein, pour faire mes casts et pour utiliser mes fields, rien de fou. Et on se retrouve avec un truc assez quand même pas mal. Après sur un self.run en fait, mon run il va juste en faisant de l'inline assembly donner comme argument l'entry point et la stack. Donc je setup ma stack avec mov self.stack dans RSP et dans RAX je mets self.ep. Je mets à 0 tous mes registres et je jump sur RAX. Donc là ici c'est jamais atteint. Donc là on peut lui donner plusieurs trucs comme argument. Par contre il bug un peu.
Ah non, c'est normal, ici je suis dans mon texte. Donc là, je l'ai fait run un binaire qui n'est pas PE based, donc je peux faire un file dessus. Toc. Donc c'est un 1064 bits, invoqué dynamiquement avec du coup son interpréteur. Et si on fait, donc là j'avais fait un read-elf sur lui, il me semble. Non, c'était pas sur lui. Ouais, c'était sur lui. J'ai fait un read-elf, donc il est bien pas PE based. Et il est notamment linké avec Capstone. Donc Capstone c'est une librairie, on va dire externe, oui. Enfin, c'est une lib qui permet de faire du désassemblage. Et ce que j'ai simplement fait, c'est que du coup, enfin, j'ai lancé avec le debug, avec if debug à true, et ça a fait que il a bien fait tous ses mappings en me donnant la taille à chaque fois. Là, il a bien mappé aussi pour le binaire. Donc ça c'est pour la lib, ça c'est pour le binaire. Et après, il nous a pris le tree point, il a jump dessus, il a exécuté et il a fini avec un code normal. Donc là, je peux exec des trucs plus gros, par exemple le bin bash. Donc là, il nous print rien. Si on fait id, si on fait ls, si on fait uname -a, donc on a bien tout qui va bien. On arrive donc bien à exécuter un shell, et si on fait un exit, on va process finished with exit code 0. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas trop de problèmes. Donc du coup ça marche pour tout, hein. Par exemple si je fais nc... Ah oui, j'ai pas essayé, mais on peut aussi donner des arguments. -l 1337 par exemple. Ah, il aime pas trop qu'on donne des arguments. Oui, bon par contre il aime pas du tout qu'on donne des arguments, donc on va éviter. Mais dans l'idéalité on pourrait lui donner des arguments. Il suffit juste que j'aille dans cd clion. Non, faut pas que je teste plutôt. Là, si je vais dans cargo run /bin /nc-l 1337. Donc là, on voit tout qui est bien. Si je fais un nc localhost 1337, donc là, on voit bien qu'il arrive parfaitement à lancer Netcat. Et à écouter sur le port 1337. Et donc là, on peut se connecter, on peut quitter, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc enfin, NC, on voit que bien que c'est un binaire PE-based. Hein. Le binaire en lui-même, il est PE-based et ça lib aussi. Donc c'est l'idée. C'est à peu près tout, du coup, je pense, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous avez des questions, ou juste parce que c'est fun en fait. Et sinon, j'espère que on se reverra pour une prochaine vidéo, soit de kernel, soit de reverse. Oh, je sais pas trop, on verra. Du coup, salut.